Salut, c'est moi, Andrzej. Nous commençons une série Parlons de moto dans l'espace BMW Urban Garage à Varsovie sur la Vistule, rue Wioślarska 6. Nous allons nous retrouver ici, tous les jeudis. Et vous pouvez passer ici. On se tapera dans la main, on parlera de moto et il y aura toujours un invité exceptionnel, comme lui. Je vous salue chaleureusement, Bartek Wiczyński. Bartek Wiczyński, 22 fois champion de Pologne. En faisant le tour de la Terre. Oui. Actuellement, en tant que pilote BMW, Sikora est un grand fan de la marque, mais il apprécie également d'autres marques automobiles. Absolument, oui. J'invite. Bartek, je voulais te demander, vous considérez-vous comme un motocycliste? Vous voyez, c'est une question tellement difficile. Je sais. Suis-je comme ça, 100% motard? Je l'étais certainement, à propos d'eux. Oui, je peux honnêtement dire que j'étais effectivement comme ça, 100% motard, parce que premièrement, j'avais beaucoup plus de temps pour ça, et deuxièmement, j'ai pu reconnaître chaque moto, chaque modèle, je savais de quel type de moto il s'agissait, quelle puissance elle avait, sa capacité, son accélération, sa vitesse de pointe. Je... Vous avez dit que des gens ne vous connaissent peut-être pas. C'est incroyable. Combien de fois avez-vous remporté le titre de Pologne sous ce nom? 3 ou 4 fois. Vous étiez le champion de Pologne en course? Oui. Une fois dans ces courses, un 5. Mais j'y suis allé bien plus souvent. J'ai été deuxième plusieurs fois, même premier, je me sentais deuxième. Alors tu le sais. Mais ainsi de suite, les saisons de course, combien en avez-vous eu? Êtes-vous le plus populaire? Je pense que c'est 22. Tu fais de la course depuis 22 ans? Oui. Sur circuit? Oui. Et donc tu es un motard plutôt modéré? Tu sais, le terme motard doit aussi être compris au sens large. Les voyages à moto, minces, les sorties entre amis.
Et malheureusement, même si j'ai souvent voulu le faire, même quand j'étais plus jeune et qu'en théorie j'avais plus de temps, il en manquait toujours parce que soit je partais en voyage, soit j'allais à l'entraînement. Et cela créait aussi certaines différences dans le fait de réaliser certains désirs ou pas. Est-ce qu'un motard, c'est seulement quelqu'un qui roule sur circuit et qui, comme moi maintenant, ne connaît pas vraiment les différents modèles? Ou bien est-ce qu'un motard, c'est celui qui ressent toujours ce désir et cette passion? Alors là, je suis certainement un motard à 100% et c'est sûr que, de tout cœur, je serai toujours parmi les motards. D'ailleurs, même si pendant de nombreuses années, je n'ai pas roulé à moto sur la route, ça m'a manqué, alors je me suis acheté un scooter. Bon, un peu plus gros, mais quand même un scooter. Les super scooters, c'est super, vraiment. En fait, il faut être honnête. Tu sais, il ne faut pas se mentir. Avec le caractère que j'ai, je ne vais pas prétendre qu'en montant sur une mille sur la route, je vais rouler de façon totalement réglementaire et en toute sécurité. Et c'est pour ça que les scooters sont faits pour nous. Oui, c'est pour ça que certaines motos celles qui sont très agréables à conduire sur circuit, ne sont pas forcément faites pour moi, pour que je roule avec sur la route. Et voilà, il faut se le dire honnêtement et ouvertement. Justement, écoute, parce que tu as dit tout à l'heure qu'il s'agissait de décharger certaines choses. Toi, tu es un nerveux, non? Un peu, oui. Tu es un peu nerveux? Penses-tu que les motos font que tu es nerveux? Ou bien est-ce que tu décharges un peu moins ou tu évacues cette nervosité là-bas? Oui, mais cela ne veut pas dire que lorsque tu montes sur une moto, tu conduis de façon nerveuse ou que tu te défoules. C'est juste que certains se calment en conduisant tranquillement, même en roulant sur un petit scooter à 90-300 km/h. Ou en mode tourisme, tu admires le paysage? Oui, en mode tourisme. Ou alors tu dois simplement aller sur le circuit et tu as besoin de cette vitesse et de cette adrénaline. Et là, effectivement, tu te calmes, le stress quotidien disparaît et tout est relâché. Donc chacun a des besoins différents. Et ça aussi, malheureusement, sûrement à cause de l'âge qui avance, tu le confirmeras, que ce point de vue dépend de la position dans laquelle on se trouve et de ce qu'on a vraiment en tête à ce moment-là, ainsi que de nos priorités. C'est pourquoi, parfois, notre approche de la vie change tout simplement. Et dans le choix de telle ou telle moto, et de la façon dont on passe du temps sur cette moto. Et moi, justement, même en allant simplement au travail à moto, j'ai déjà de l'adrénaline, des émotions, mais quand tu roules aussi longtemps sur un circuit de course, alors cette adrénaline, pour moi, oui, elle est présente à un certain niveau, mais de vrais pics d'adrénaline n'apparaissent que dans des situations critiques. Oui. Donc, par exemple, pour moi, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais rouler sur circuit, c'est devenu pour moi plutôt une forme de détente, presque une méditation, parce que tu es tellement concentré à fond. Et ce n'est plus une question de cette soif d'adrénaline, mais plutôt d'apaisement, de concentration. Et tu as raison, c'est différent. Moi aussi, quand je roule en ville, je n'ai jamais été un bon rider sur route en ce qui concerne la prise de risque. Malheureusement, j'avais trop de blocages dans la tête, comme les passages piétons, le sable, les rails de tramway. Et je n'ai tout simplement pas réussi à dépasser certains blocages, alors que sur circuit, j'ai juste la piste pour moi, toute propre, l'asphalte et des conditions idéales. Cela permet vraiment de se concentrer sur la conduite et de se consacrer pleinement à rouler le plus vite possible sur le circuit. Et cela signifie se fixer un objectif, un meilleur temps, un rythme plus régulier, etc. Donc, pour revenir à votre question, sur la piste, je me déstresse de manière significative. Je me sens vraiment libéré et apaisé. Ce travail quotidien, du travail, des responsabilités, mais bien sûr c'est aussi stressant, afin de ne pas tomber, de ne pas endommager le matériel et de ne pas engendrer de frais. Ne pas décevoir l'équipe, et ainsi de suite. Et en plus, il faut faire un bon temps, parce que je ne vais pas sur le circuit juste comme ça. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire croire à qui que ce soit que j'y vais juste pour rouler. Tu ne m'entendras jamais dire sur le circuit, tu sais, je n'ai pas fait de temps, parce qu'aujourd'hui je roule juste pour m'entraîner, tu vois ? Non, chez moi c'est toujours pareil. Quand je vais à l'entraînement, il faut aussi que je fasse un bon temps, tu vois ? À la fin de la journée, bien sûr, je vais aussi trouver des excuses. Tu sais, genre, non, mais tu vois, là ça n'allait pas, là j'ai mal au bras, là il y a un truc. Chacun a ses propres démons. Allez, tant qu'il n'y a pas de rayures, on a un ami en commun. Qui se souvient bien, t'as dit que si la moto n'a pas de rayures, elle roule mal pour toi. Oui, oui. Qu'une moto doit avoir sa première rayure et alors on peut rouler. Exactement, c'est pareil avec le casque. Quand tu as quelque chose de neuf, c'est comme ça. Moi, j'ai frotté l'asphalte plusieurs fois. Oui, la tête, pour que le casque prenne. Oui, oui. C'est souvent comme ça. Il y a une sorte de superstition que tant que tu ne te plantes pas, tu ne commences pas vraiment à rouler, non? Oui, mais espérons qu'il y en ait le moins possible de ces chutes. Ou alors, si jamais il y en a une, qu'elle soit légère, sans frais et sans blessure non plus. Moi, malgré tout, je continue toujours, comme je le dis tout le temps,
les priorités changent dans la vie et certaines approches aussi, mais malgré tout, je ne deviens pas complètement sérieux. Parce que ce qui me fait toujours le plus plaisir, c'est que quand je tombe, je ne pense pas à moi-même. Je ne pense jamais à moi, seulement à la moto, à ce qui va lui arriver, tu vois. Donc, il me semble que je suis encore, du point de vue de la course, assez sain d'esprit. Que cette passion devrait continuer, mais d'après ce que je sais, oui. Tu y vas à la cool, 22 ans de compétition et tu fais encore le clown, non? Je le fais, mais j'ai des problèmes, 4 opérations du genou, des endroits rafistolés, mais malheureusement, oui, c'est un sport qui met la santé en jeu, que ce soit de façon plus ou moins professionnelle, mais je ne regrette pas, vraiment. Est-ce que je le referai une deuxième fois? Probablement 10 fois, oui, c'est aussi simple que ça. As-tu remarqué comment le monde de la moto a changé quand on grandissait, quand on devenait adulte, qu'on entrait dans cette première période où on pouvait déjà rouler sur de grosses motos? Qu'est-ce qu'il y avait? Japonaises, 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 japonaises. Rien que des japonaises, rien d'autre. Et faites attention maintenant, il ne s'agit pas d'obtenir BMW, car dès là nous avons un tel arrangement ici que nous parlons de tout le monde. Motos. Mais le fait est que les motos japonaises, elles n'existaient qu'à une époque. Et maintenant, tout à coup, vous avez un spectre de modèles si différents. Vous savez quoi, cela ne découle pas non plus de... Apparemment, quelque part, les importateurs ont aussi été moins actifs. Les importateurs japonais sont arrivés plus tôt, puis par exemple, les Allemands ou les Italiens. C'est sûrement aussi une question de prix et de la richesse des Polonais. Cela faisait que l'on ne choisissait pas BMW, ni Aprilia, ni Ducati, tout simplement parce qu'elles étaient trop chères, mais aussi à cause de leur faible disponibilité. En ce qui concerne Ducati, Aprilia, l'opinion est ce qu'elle est, c'est-à-dire la fiabilité douteuse et aussi la faible disponibilité des pièces, du service après-vente, la faible connaissance de ces motos, quelque part une chute aussi, je ne parle pas de Ducati, mais d'Aprilia, quelque part aussi une chute de la marque. Un peu ce qui a fait que soudainement ces modèles sont devenus inadéquats par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là, puis cela s'est relevé par la suite. Oui, parce que maintenant, justement, si nous, c'est une sorte de vague, parce que maintenant, soyons honnêtes, il faut reconnaître aux marques italiennes que vraiment... Non, elles ont vraiment beaucoup progressé. Elles ont considérablement amélioré leur qualité. BMW, en réalité, était populaire parmi une clientèle plus aisée. Ensuite, elle est devenue plus accessible grâce au leasing, à différentes formes de financement. Et on voit qu'il y a vraiment énormément de BMW qui circulent. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous comparer à d'autres régions, aux parties occidentales de l'Europe, où, en parcourant les rues, pratiquement, on ne voit que d'autres touristes, c'est-à-dire... Bon, j'exagère peut-être, oui, mais d'autres touristes que des BMW GS. Mais c'est drôle parce que tu es en Italie. Écoute, tu es en Italie, on pourrait penser que tout le monde roulerait en Ducati là-bas. Et pourtant, à chaque instant, tu ne vois que des GS. Voilà, donc ces GS ont vraiment quelque chose, en effet. Est-ce que c'est une tendance qui va continuer à croître énormément, puis s'arrêter et diminuer? Il serait difficile de le dire, mais ce sont certainement de bonnes motos, puisque les gens les achètent, parce que si elles étaient de mauvaises, eh bien, la réputation serait tout autre. Et peu importe ce que les médias disent ou promeuvent, parce que souvent, c'est ce qu'on entend dire. Moi, je ne fais pas partie des médias, donc je ne sais pas exactement comment ça se passe. Mais bien sûr, la rumeur parmi les motards, tout comme chez les automobilistes, c'est que les médias, à un moment donné, vont parler de telle moto ou promouvoir celle qui, en réalité, l'importateur ou le fabricant a payé plus pour un certain test ou a offert de meilleures conditions aux journalistes. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, ou peut-être pas, c'est difficile à dire. Ayant moi-même parcouru des milliers de kilomètres, montant à plusieurs reprises sur une première, une deuxième ou une troisième moto, je vous admire vraiment, vous aussi en tant que journaliste, d'être capable de remarquer autant de détails et de prêter attention à tant d'aspects. À ces détails. Pour moi, ce qui compte, c'est le temps. Peu importe comment on roule dessus, si la moto, cela veut dire que tout va bien. Et c'est en quelque sorte le critère. Il m'est arrivé de nombreuses fois, même en roulant avec la S. Miller, en allant sur le circuit de Poznań, parce qu'ici c'est ce qui nous tient le plus à cœur à tous, je le faisais. Des temps de 1,35, 5,35, 0 c'est déjà tout l'argent du monde. Qu'est-ce qu'il se passe? Je n'arrive pas du tout à améliorer mon temps. De quoi s'agit-il ici? Il suffisait d'apporter quelques modifications à la suspension, de petits ajustements, un peu au niveau du contrôle de traction et pratiquement, en roulant beaucoup plus calmement, il me semblait même que je roulais lentement. Je regarde et c'est 33,5, 33,6, 33,8. Donc la même moto, le même pilote, les mêmes pneus, le même modèle de pneus, le même type de pneus, juste un peu différent. Les réglages. Et soudain, tu roules 2 secondes plus vite et tu te sens beaucoup plus en confiance. Donc faire la distinction, toutes ces motos se ressemblent.
Ce n'est même pas un défi. Autrefois, rouler vite. Oui. La question, c'est de les régler, de trouver un accord avec la moto. Et maintenant, il y a une autre question. C'est que si, dans un pays ou une région donnée, il y a vraiment beaucoup de motos, je ne sais pas, Yamaha R1 ou BMW S1000R, alors évidemment, ce serait stupide de se lancer sur le circuit et d'essayer de réinventer la roue. Je parle ici des courses de moto, si tu veux t'y lancer de manière professionnelle, chercher quelque chose de différent, parce qu'en réalité, s'il y a beaucoup de S1000R, de R1 ou de GSX-R sur le circuit, il s'avère soudain que tu as accès aux pièces et même au savoir-faire. Quelqu'un va te dire, voilà, un tel pignon, une telle longueur de bras oscillant. Mais c'est pareil avec la Honda et la Fireblade. Une moto exceptionnelle, mais j'ai dit que tant qu'il n'y aura pas une grande coupe en Europe avec des conditions vraiment avantageuses, tant que ces motos ne commenceront pas à rouler concrètement, eh bien, elle n'aura aucune chance de s'imposer. Parce que tu es quelqu'un, je connais quelqu'un qui construit justement une Fireblade pour le circuit. Super, je vais l'essayer, mais tu sais, c'est comme marcher dans le brouillard. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ? Donc, s'il n'y a pas ce genre d'impact comme une coupe, La Honda est une moto avec laquelle il n'y a pas grand-chose à améliorer. Du moins, c'était comme ça quand je roulais en 2009. il me semble que depuis 2009, la Fireblade a peut-être un peu changé. Elle a peut-être changé. Oui, un peu, il y a eu un léger gain de puissance, quelque chose comme ça. Mais en 2008, sur la Fireblade, je faisais 1.35.0 en configuration d'origine. À l'époque, les motos de série devaient vraiment rester d'origine. Tu n'avais même pas de Power Commander, rien du tout. Donc, effectivement, on pouvait vraiment rouler avec ces motos. Elles délivraient leur puissance de façon très fluide. Aujourd'hui, ces motos sont beaucoup plus brutales. C'est comme ça. Bien sûr, il y a le contrôle de traction et d'autres systèmes. Et c'est parti dans cette direction. Mais en fait, c'est... À l'époque, ces motos, la Suzuki, elle était brutale. Ah oui, elle a toujours été agressive. Oui, c'était toujours agressif. Mais la Honda était comme ça. Quand on la conduisait, en sortant de n'importe quel virage, on avait pratiquement l'impression que non, eh bien, c'est faible, n'est-ce pas? Comme c'est mauvais pour conduire. Col amovible. Et ça a continué comme ça, vous savez. Rien n'était limité. Et cela signifiait également que le pilote, le conducteur, n'avait pas peur de tourner le volant beaucoup plus tôt que la moto, qui était assez capricieuse, qui vous sortait de sous le cul. Alors ce sont effectivement donc... Eh bien, c'est comme ça quand Moto 3 sort à propos d'une autre BMW. Et l'ennui de BMW, une autre BMW. Comment c'était avec cette BMW? Bon, un par un, je voulais toujours qu'ils le sachent en général, mais comment c'était avec cette BMW? Eh bien, vous avez conduit, oui, une CBR 125. Laissons les petits au début. NSR 125. NSR point dessus. J'ai conduit une BMW RS 250. Oui, c'était une super moto, tu ne l'as plus maintenant, c'était un bel engin. Oui, il l'était. Mais plus tard, quand c'est arrivé, ouais, c'est ça. Mais quand c'était l'époque des litres, tu roulais quoi? Yamaha, Honda? Oui, j'ai conduit GSX-R, K5, K6, K7, K4, pardon, K4, K5, K6, c'était vraiment... Et j'ai aussi roulé en Fireblade 954. Encore, oui. Oh, en 2002-2003, je roulais. Je crois que je ne l'ai jamais eu. Parce que tu ne faisais pas de figure. Avec la Fireblade, j'ai eu une histoire assez particulière, comme quoi, à l'époque où je roulais activement, c'était chez Honda Motopole, j'avais eu cette moto à un prix vraiment très avantageux et... Soyons honnêtes, on a toujours la moto qu'on peut avoir à l'occasion. Oui, mais comme je courais sur Honda, j'avais un prix un peu meilleur là-bas. Après la saison, je voulais vendre cette moto, des clients se sont venus. C'est une histoire à propos de la Fireblade qui pourrait aussi servir à l'avenir. Pour d'autres, quelque chose en bénéficiera. Que les clients sont venus, effectivement cette moto, c'était une moto sur laquelle je n'étais pas tombé. Il n'y avait rien là-dedans. Les clients savaient que la moto était une moto de piste et puis il s'agissait de négociation de prix. Et je me souviens que c'était le prix à l'époque. 45 000 zlotys, c'était le prix là-bas. Élevé, n'est-ce pas? Eh bien, très haut. La somme maximale que j'ai est d'environ 100. Eh bien, oui. 45 000 zlotys et ils ont dit que nous en donnions 43,5. On dit là, je me souviens avec mon père, non, 45 000, on va descendre. 43,5. Nous ne descendrons plus à 43,5. Et donc, nous n'avons pas vendu cette moto. Et imagine-toi qu'après, c'était en septembre ou en octobre, je ne me souviens plus. Nous n'avons pas pu la vendre jusqu'en avril et elle est partie pour 35. Donc, comme on dit, qui veut trop gagne moins. Et effectivement, parfois c'est comme ça, mince, le client vient, il vaut mieux accepter. C'est ça de quoi il s'agit, ce sont des motos et des motos de course. Parfois, il faut, si c'est possible, la laisser partir pour qu'une autre arrive tout de suite. Et ces motos, Honda, Yamaha, tu as déjà roulé dessus? Oui, j'ai roulé sur une R1. Une R1 de quelle année? En 2017. Ah, en 2017. Parce que je voudrais plutôt revenir à l'année 2012. C'est à ce moment-là que la BMW est apparue, la S1000R, je crois. Moi, en 2011.
et en 2012. Je roulais en Suzuki. Alors, quand as-tu sauté sur la BMW? Il y a eu moment. Je suis passé sur BMW en 2013. J'étais censé avoir une année de pause. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Et là, j'étais censé avoir, j'avais mon mariage et ainsi de suite, quelques changements dans l'entreprise. Alors, on s'est dit, d'accord, je vais faire une petite pause. Mais finalement, c'est Irek Sikora qui m'a convaincu, tu vois. Il m'a dit, tu vas faire le vieux, allez, monte sur la BMW. Et donc, je suis monté sur cette BMW et j'ai vraiment aimé la conduire. Justement, était-ce comme ça, car je n'ai pas fini ma question? Par exemple, Paweł Gorka racontait qu'ils avaient une R1 et faisaient n'importe quoi avec. Il s'agit d'encenser BMW, mais était-ce vraiment le cas? À l'époque, tu sortais cette S1000R de BMW qui venait de sortir, une nouveauté, tu la sortais de la boîte, faisais quelques réglages de base ou même pas, et soudain… C'est vrai, on montait vraiment sur cette moto, elle était faite pour moi, parce que physiquement, je n'avais jamais eu quelque chose d'aussi puissant. Je ne l'étais pas. Et pour moi, cette moto était vraiment assez lourde et effrayante, en termes de puissance. Les premiers tours, moi, quand elle montait dans les tours, c'était tout simplement… Je n'étais pas non plus habitué au contrôle de traction, donc au début, je le désactivais presque tout le temps. Plus tard, Irek a également dit « Ne l'allume pas, écoute, essaye de faire quelque chose ici et là pour que ça se passe bien. » Et aussi une grande aide. Irek et Michał Fili, en fait, quand je suis monté dans cette BMW, j'ai immédiatement commencé à faire mes propres disques. Et non, je ne sais pas si c'était la deuxième ou la troisième course. Je pense que j'allais déjà plus bas dans la deuxième course. Il y en a 34. Donc ces moments étaient vraiment cool. Et comme j'ai aussi commencé la saison, pratiquement 3 courses avant la fin, je n'étais pas non plus en très bonne forme parce que je ne m'y étais tout simplement pas préparé. Ensuite, nous avons fait la saison du championnat de Pologne, puis nous sommes allés aux IDM, je crois que c'était la saison suivante. Je ne vais pas le cacher, dans ces IDM, j'ai beaucoup appris. Même si les places n'étaient pas très brillantes, j'ai vraiment beaucoup appris et je suis revenu parce qu'Irek s'était alors assez gravement blessé, ce qui a malheureusement mis fin à sa saison. Grzesiek Wojcik m'a proposé de rouler en Yamaha et en 2017, j'ai roulé en Yamaha chez Grzesiek Wojcik. Et cette Yamaha m'a vraiment convenu, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle était courte, vraiment courte. Et ça me convenait parce qu'on pouvait vraiment pratiquement attaquer les virages comme avec une 600. Il était vraiment en retard par rapport à la BMW en termes de puissance. L'électronique ici était absolument correcte à cet égard. La tenue de route en virage de cette moto était meilleure que celle de la S1000R. Eh bien, c'était déjà un nouveau modèle qui était déjà quelque peu basé sur la S1000R. Et puis, lorsque la nouvelle S1000R est sortie, elle a vraiment apporté cela à BMW, quoi. C'est ce qui me manquait chez Yamaha. C'est comme s'il avait adopté certains éléments. C'est un peu moins une fusée et je suis profondément choqué et même stupéfait de voir à quel point cette moto a été méticuleusement et entièrement reconstruite, chaque pièce ayant été soigneusement restaurée ou remplacée pour lui redonner sa splendeur et ses performances d'antan, ce qui est vraiment impressionnant. Après tout, c'est vraiment une toute nouvelle moto, n'est-ce pas? C'est une toute nouvelle moto. Il n'y a rien en commun, après tout. Mais elle est incroyablement puissante. Au moment où l'on monte sur cette moto après en avoir conduit une autre, on le sent vraiment. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Cette moto est vraiment beaucoup plus puissante. D'ailleurs, même lorsqu'on roule sur des lignes droites, sur différents circuits, on sent vraiment cet avantage. Par rapport à la Yamaha, je parle de la version d'origine, la version stock, pas des superbikes, car c'est encore autre chose. Mais il est vrai que la Yamaha est certainement très rapide dans les virages, beaucoup plus rapide, c'est sûr. Malgré tout, elle peut encore très bien entrer dans les virages avec une grande agilité, mais ensuite, en ce qui concerne la vitesse pure dans le virage ou l'accélération fulgurante à la sortie, eh bien la BMW peut vraiment très facilement égaler, voire même surpasser de nombreuses autres marques concurrentes. C'est une question de style de conduite, de préférence, de l'équipe que l'on a, parce qu'on ne va pas se mentir, l'équipe, c'est la moitié du succès. La deuxième cartographie, je ne sais pas si elle est déjà présente en version de série, je ne me souviens plus, mais dans ce module de course, quand tu passes à cette cartographie-là, le deuxième est une moto, il marche comme un Yamaha. Je vois, ce moteur ressemble vraiment à un Yamaha, il semble tirer mieux par le bas, donc c'est aussi cool parce que j'avais déjà ce son dans les modèles de pré-vente, puis sur le Yamaha après cette saison plus tard. Ensuite, j'ai fait une pause parce que j'ai subi une opération du genou, et donc c'était un peu par intermittence, j'ai roulé un peu ici, un peu là, un peu ailleurs. D'ailleurs, la saison précédente, il n'y avait pas ça. Donc évidemment, pour l'instant, je suis un peu rouillé côté pilotage. Je ne pense pas avoir oublié. Mais toujours avec Irek Sikora de Michał Fili.
Quelle est la disposition là-bas? Beaucoup d'années. Donc c'est vraiment là? Non, absolument pas. Il est impératif de se concentrer sur l'endurance et ce, sans le moindre délai. Nous devons immédiatement mettre en œuvre toutes les stratégies et les ressources nécessaires pour renforcer notre capacité d'endurance. Cela signifie qu'il faut se préparer à soutenir un effort prolongé, à maintenir une performance constante sur une longue période et à résister à la fatigue ou aux défis qui pourraient survenir. L'endurance est la clé de notre succès à long terme et chaque instant compte pour la développer et la consolider dès maintenant. Endurance. Grzesiek n'arrête pas de me harceler. Et c'est très agréable parce que c'est une personne incroyable, aussi quelqu'un avec une immense passion et de la motivation. C'est aussi important dans ce sport qu'il y ait de telles personnes qui développent cette discipline de façon extraordinaire. Donc c'est chouette que ça fonctionne ainsi et qu'il continue de me convaincre. Mais je lui dis toujours, Grzesiek, je suis déjà trop vieux. Je suis trop vieux, j'ai d'autres choses en tête et j'aimerais simplement faire des choses pour le plaisir. Je sais que chez lui, il y aura bien sûr du plaisir, mais il y a déjà de la pression. Tu es avec des athlètes que tout le monde veut et qui visent la performance. Parce que ce sont de jeunes loups qui qui veulent se montrer, qui veulent aussi accomplir certaines choses. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et je ne veux tout simplement pas être dans cette situation. Toute cette histoire me dérange. Avez-vous déjà pratiqué quelque chose avec LRP? Êtes-vous surpris par quelque chose? Eh bien, parce que BMK... Non, c'est différent avec LRP. Très bon contact. J'ai un problème avec Bartek, mais Bartek opte également pour un professionnalisme total. Et aussi... Maintenant, nous avançons. Oui, il a maintenant Kamil Krzemień, qui est un joueur extrêmement rapide, qui travaille dur sur lui-même. Et je pense, j'ai cet espoir secret que ce garçon va vraiment nous porter un peu vers ses sommets, vers le sommet de la course mondiale. Tout comme Piotrek Biesiekierski, tout comme Daniel Blin, et nous avons encore quelques autres jeunes garçons. Alors espérons qu'il en sortira quelque chose. C'est difficile, malgré tout, c'est difficile d'attendre ce pilote qui vraiment... Des pilotes apparaissent, ils arrivent. Mais il manque toujours quelque chose, quelque part. Parfois, à mon avis, je regarde ça évidemment. Maintenant, on peut dire que je suis déjà vieux, non? 37 ans, 38, année de naissance, mais je regarde aussi de mon point de vue. Parfois, il manque un peu d'humilité. Ils veulent aborder certains sujets trop vite. Ils ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas consacrer 1 an, 2, 3 ou 4 dans les petites catégories. Ils veulent tout de suite passer à notre centaine, au millier. Ils cèdent un peu à la pression de ce milieu. La pression, pour le dire franchement, du paraître, parce que c'est plus cool de rouler en R6 ou en R1 plutôt que de rouler en R3 ou, tu sais, en R5 ou en motopole. Et c'est aussi ça le problème. C'est comme ça que je le vois. Peut-être que j'exagère, mais il commence à manquer un peu d'humilité. Il y a trop de paraître sur les réseaux sociaux, trop de concentration sur ses propres trucs bizarres, sur sa position. Bien sûr, cette position est importante, mais cette position doit se traduire par des résultats. Je vais te dire une chose. Plus d'une fois sur le circuit, j'ai roulé derrière des pilotes qui frottaient le coude, alors que moi, je roulais pratiquement droit derrière eux. Droit, donc je ne comprends pas comment on peut aller aussi lentement en frottant le coude, mais la photo, elle, est importante. Tentez rouler coude. La photo est importante, il faut montrer que je prends les virages sur le coude. Une fois, moi j'ai essayé de frotter le coude et je regardais, oui j'ai essayé parce qu'il y avait un photographe, parce que c'était mon travail de bien paraître sur la photo. J'ai failli lui rentrer dedans. Et j'ai toujours ce problème, je roule à moto, je ne suis pas le plus lent parmi les journalistes, je roule à moto, mais sur la photo, on dirait que je me fais juste promener. Je me suis dit, bon, alors je vais frotter avec ce coude, et soudain je me suis rendu compte que dans ce virage, je n'avais aucune idée d'où j'étais. Parce que je ne pensais qu'à ce coude. Tu te souviens d'ailleurs combien de fois on a roulé ensemble, le journaliste roule mince, la position, ça a vraiment de la gueule, on ne peut pas dire le contraire. Ce n'est pas qu'on veuille critiquer, mais ce n'est pas vraiment ça l'essentiel quand il s'agit de rouler vite. La position dépend aussi souvent de la vitesse. La position doit être adaptée à la vitesse. On ne peut pas rouler sur le coude, se laisser porter. Il faut commencer à travailler la vitesse, à faire en sorte que la moto commence à aller vite avec toi. Et il faut vraiment travailler là-dessus. Pour moi, c'est comme ça. Il y a un certain moment où tu dois vraiment adopter cette position pour que la moto soit un peu plus redressée afin de pouvoir rouler. Tu sais, je me pose aussi la question, je suis aussi un jeune père et bientôt peut-être... Vieux motard, jeune père? Oui, peut-être aussi, c'est tout à fait possible. Le même, je vais expérimenter, mais je me demande ce qui arriverait à ma psyché. Dans quelle mesure j'étais réellement stupide. La vie et la stupidité en termes de divers aspects. Succomber à certaines tendances.